Mesdames, Messieurs, bonjour. N'essayez pas de prononcer mon nom. De toute façon, c'est condamné à l'échec. Frédéric Denré, je suis journaliste, chroniqueur au magazine Marianne, habitué des sujets environnement que je traite ici dans ce salon depuis des années, et notamment ces sujets prospectifs sur la logistique que j'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises d'animer, de mettre en scène. Quelle logistique en 2050? Pourquoi 2050? Pourquoi pas 2040? Finalement, c'est un peu la même chose, mais restons-en à 2050. La logistique, le transport dans le cadre, vous savez, d'un cadre européen et français qui est de plus en plus, on va dire, restrictif. En tout cas, parlant en la matière, il faut diminuer nos émissions de carbone. Il y a une stratégie nationale bas carbone. Il y a un plan national d'adaptation au changement climatique qui est en cours d'élaboration. C'est le numéro 3. Il y a l'ADEME, il y a le CEREMA, il y a plein d'autres organismes qui travaillent sur la question. Comment diminuer les émissions de carbone, comment améliorer la logistique de ce point de vue-là, entre autres d'ici 2050, alors que la demande augmente, alors que le e-commerce a changé la donne, alors que tout le monde, on l'a bien vu depuis la crise du Covid, se reporte volontiers sur la livraison à domicile, sans savoir véritablement ce qu'il y en a derrière. Il en va de l'eau, dont on demande toujours quand elle coule du robinet d'où elle vient. Et bien quand un colis arrive finalement, en fait je ne suis même pas sûr qu'on se pose la question de savoir d'où ça vient. Et pourtant il y a une complexité derrière qui génère des emplois, qui génère des externalités positives et négatives. On se penche sur la question jusqu'à 17h15, jusqu'à 17h45. Merci d'accueillir, mesdames, messieurs, Xavier-Yves Valère. Vous êtes chef de la mission fret et logistique à la DGITM, la direction générale du ministère qui s'occupe de transport et de mobilité. Bonjour. Laetitia Dablan, vous êtes chercheuse, chaire Logistique City à l'université Gustave Eiffel. Vous êtes une des rares chercheuses à s'occuper de logistique urbaine. Vous n'êtes pas si nombreux et nombreuses que ça. David Lecovitz, ai-je bien prononcé votre nom? C'est très bien. Merci, je suis tellement hystérique sur la prononciation du mien que je marche sur des œufs avec des noms qui me paraissent difficiles à prononcer. Mais ce n'est pas votre cas, vous êtes président d'une toute petite TPE, Amazon France, logistique Amazon France, c'est-à-dire finalement l'essentiel d'Amazon France. La logistique d'Amazon France, voilà. Ouais. Voilà, avec 16 000 salariés sur 20 000, vous êtes au cœur d'Amazon France. À vos côtés, Francis Barrel. Vous êtes le directeur général d'une autre TPE, à peine connue, bien entendu, PayPal France. Bonjour. Bonjour. Et Yann Tréméac, vous êtes presque un habitué de l'AICTL, comme l'ADEME. Vous êtes le directeur, chef adjoint du service transport et mobilité de l'ADEME. L'ADEME qui est toujours un bonheur pour nous autres journalistes. Quand on ne sait pas où chercher l'info, il suffit de consulter sur le site. Il y a toujours un rapport. Surtout l'an dernier, votre collègue Marc Cotigny était venu pour parler de l'impact spécifique du e-commerce, où on avait vu le rôle assez exorbitant du suremballage, sur les émissions de carbone, et puis du fait que on sonne à la porte et la personne n'est pas là, donc on est obligé de repasser. Vous allez commencer, Yann Tréméac. L'ADEME a élaboré il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, des perspectives 2050 avec 4 scénarios que vous avez détaillés en feuilleton, et notamment un qui traite du transport des personnes et des marchandises. Qu'est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal d'ici 2050? Alors, déjà très rapidement, merci Frédéric pour l'introduction. Très rapidement revenir sur cet exercice de prospective qui a été mené effectivement, qui est le fruit de plusieurs années de travail, qui s'appelait Transition 2050. Donc j'encourage tout le monde à bien sûr aller sur le site de l'ADEME pour consulter, comme tu le fais souvent, consulter ces scénarios Transition 2050. Pour revenir dessus, je vais revenir un petit peu pour bien expliquer ce qu'est le feuilleton du dernier kilomètre dont on va un petit peu plus parler. Il y a 4 scénarios contrastés qui tous atteignent la neutralité carbone. Un scénario qu'on a intitulé Génération frugale, qui va parler de frugalité, de low-tech, de localisme, effectivement aborder le sujet d'adapter les manières de s'alimenter et typiquement consommer moins de vol. Ça, c'est le premier scénario. Un second scénario sur la coopération territoriale. On va parler de mode de vie soutenable, d'économie du partage, de gouvernance ouverte, de mobilité maîtrisée. Un troisième scénario, technologie verte,
où là on va se centrer sur les technologies de décarbonation, l'hydrogène, le consumérisme vert. Et enfin un quatrième scénario qu'on a intitulé Paris réparateur, vraiment centré autour de la technologie, avec, en considérant l'étalement urbain, des technologies qui sont pour le moment encore incertaines. Donc c'est les 4 scénarios qui finalement ont dirigé notre réflexion, 4 scénarios qu'on voulait contraster. Sur ces 4 scénarios, on a fait jouer de manière plus ou moins intense différents leviers. Différents leviers qui sont typiquement l'intensité carbone, l'efficacité énergétique, le taux de remplissage, le report modal ou enfin la demande de transport. C'est vraiment sur ces 4, et en fonction des scénarios, ils sont plus ou moins intenses. Ce qui est intéressant, c'est de voir la demande de marchandises au niveau de ces différents scénarios. Le premier scénario, c'est une réduction de la demande de marchandises de 45%. C'est significatif, c'est contrasté. Le deuxième, une réduction de 35%. Un troisième scénario qui, là, anticipe une stabilité, c'est-à-dire à 0%. Et enfin, un quatrième scénario qui, lui, pour le coup, parle d'une augmentation de 30% de la demande de marchandises. La demande, l'intensité carbone, l'efficacité énergétique. Donc le deuxième sujet, ça a été la motorisation. Comment on transporte tous ces biens? Là, on a envisagé, de la même manière, d'utiliser différents leviers de manière plus ou moins intensive en fonction des scénarios. Donc l'hydrogène, l'électrification, le biogaz, les biocarburants. Et tout ça, ça nous donne des projections assez contrastées, là encore, de comment sont utilisés les modes de transport. Typiquement, je vais donner un ordre d'idée pour montrer qu'il y a du contraste. C'est que dans le scénario 2, on est à 35% d'électrification de la flotte de poids lourds, tandis que dans le scénario 4, on est à 65%. On est à quelques 13% d'utilisation de biogaz dans le scénario 2 et à 35% dans le scénario 4. Donc voilà, beaucoup de contrastes. Et en fait, au fur et à mesure des travaux qu'on a pu mener, il nous a semblé indispensable de pouvoir creuser, notamment sous l'angle du dernier kilomètre, les scénarios. Et on a choisi 2 scénarios, le S2, coopération territoriale, et le S4, Paris réparateur. Je dirais un S2 plus tourné vers les questions locales, les coopérations territoriales, et un S4 quand même plus tourné vers la technologie. Donc en quelques mots, dans le S2, on conclut à l'émergence finalement, ou en tout cas à la continuité, à la stabilité de l'implication de grands opérateurs de transport pour valoriser leur expérience, c'est-à-dire typiquement être en capacité d'optimiser les transports, puisqu'ils ont des flottes importantes, mais aussi sur des acteurs locaux qui vont être spécialisés sur des flux spécifiques. Un aspect d'ailleurs de ce scénario S2, c'est le développement de la cyclo-logistique. Je vois qu'il y a eu pas mal de stands ce jour, enfin associés de cyclo-logisticiens, ou en tout cas d'entreprises qui fournissent des cyclo-logistiques. Ça, c'est un aspect très important dans le S2. Aussi, dans le S2, toujours les collectivités qui prennent une part de plus en plus active à travers de leurs compétences en matière de planification et d'aménagement des espaces publics. Et enfin, ce qui détermine peut-être aussi ce dernier scénario coopération territoriale, c'est de voir apparaître de nouvelles compétences, des métiers spécifiques, en particulier en lien avec le tri, la remise en circulation des flux retour, typiquement les produits de seconde main, l'exploitation de nouveaux vecteurs multimodaux, la numérisation, l'échange de données ouvertes, qui finalement, tout ça va être utilisé pour faciliter le travail coopératif des acteurs économiques, des territoires et l'information des consommateurs. Donc c'est ça ce qui détermine le scénario 2. Et pour le scénario 4, donc plus tourné vers la technologie, on va être sur une logistique des derniers kilomètres maîtrisée par des acteurs du numérique, parfois d'envergure internationale. Parfois. Pas qui vous fait. Je ne cible personne. Des entreprises du transport qui ont une marge de manœuvre plus réduite et qui vont être finalement pilotées par les donneurs d'ordre, qui connaissent à l'instant T l'ensemble des capacités de transport disponibles sur un territoire. Toutes ces solutions elles vont permettre finalement d'offrir aux donneurs d'ordre un haut niveau de service pour répondre à leurs exigences en matière de réactivité, d'immédiateté et pouvoir répondre aussi aux consommateurs et à ce qu'ils attendent en matière de livraison toujours plus rapide, toujours plus urgente. Et enfin, les derniers axes technologiques qui portent finalement ce scénario 4, c'est la mécanisation, l'automatisation, l'autonomisation, tous ces nouveaux vecteurs de transport aérien, souterrain qui peuvent apparaître, l'intelligence artificielle, avec bien sûr une conséquence sur l'emploi, dire moins d'emplois, mais plus qualifiés. Donc voilà ce qui détermine ces différents scénarios qu'on a développés. Dans ce dernier feuilleton
dans ce feuilleton du dernier kilomètre que je vous encourage tous à télécharger sur le site de l'ADEME. Ce qu'ils ne vont pas manquer de faire. Monsieur Valère, vous voyez une augmentation de la demande, notamment tirée par, je vous lance une perche, la rénovation des logements. Oui. Bah, allez-y, détaillez, sinon c'est moi qui le fais. Très bien. Non, mais je vous voyais en train de vouloir détailler tous les points que je voulais aborder. En fait, au ministère des Transports, on est chargé de la politique d'infrastructure, de la politique des services de transport et de regarder comment on se déplacera et comment les marchandises se déplaceront. Et nos objets sont plutôt de long terme. Entre le moment où on le décide et le moment où on le met en œuvre, c'est rarement le même ministre qui décide et qui inaugure. D'accord ? Donc du coup, pour nous, 2030... Les ministres passent, mais les hauts fonctionnaires restent et assurent la continuité de l'État. Ouais, enfin, on peut changer de poste entre le moment où on imagine un projet, où on le porte, enfin voilà. Certes, mais vous êtes bien, vous, là, la DGITR. Oui, on est très bien. Alors, ce qu'on s'est posé comme question, c'était, il y a plein de prospectives, et j'allais dire, dans les années 70, c'était assez simple, finalement, de savoir combien de marchandises allaient circuler. On avait une très belle corrélation avec le PIB. Et finalement, il suffisait de suivre les projections de l'OCDE sur le PIB et on savait à peu près quand est-ce qu'il fallait faire une nouvelle voie sur l'autoroute. Et les choses étaient assez simples. Et puis quand on regardait un projet particulier, dans un port de transport combiné, on analysait finement sur le territoire sa dynamique et on était capable sur le projet de dire des choses. On voit bien qu'avec la transition écologique, ça ne marche plus. Et donc notre calculette de prévision, elle n'était plus possible. Et on voyait l'ADEME qui nous disait des choses, et Yann vous l'a présenté, le Shift Project. Il y en a plein d'autres qui font des prospectives, et on s'est dit, oulala, il va falloir fabriquer un moyen de passer de la prospective, j'allais dire, qui nous éclaire et qui nous anime pour s'imaginer les futurs, à un outil de planification qui m'est utile, moi, au ministère des Transports, pour regarder combien de trains, combien de péniches, combien de camions électriques je mets en place. Et donc, du coup, on a commencé à fabriquer un scénario de référence avec les collègues du climat, de la Direction générale de l'énergie et du climat, pour qu'on se mette un peu tous d'accord sur quel budget carbone on aurait, quelle est la part des transports, et de le fabriquer comme ça. Et donc, cette prospective, elle devient plus une prospective de planification. Et notre scénario de référence, il nous dit... Alors, les Allemands, ils ont fait un peu la même chose. Ils étaient à plus 45 de tonnes-kilomètres. Mais eux, ils ont envie de faire une industrie de portée mondiale et puis de rapatrier en Allemagne beaucoup de l'industrie qui est aujourd'hui en Chine. Nous, on a été plus prudents pour l'instant. 12%, c'est ça? Exactement. On est à 12% d'augmentation de tonnes-kilomètres. Ça veut dire plus 35 milliards de tonnes-kilomètres en 2050 par rapport à 2019. Pourquoi? Parce qu'on est plus vertueux que les Allemands ou parce que la réindustrialisation est plus difficile? Alors, parce qu'on a interrogé toutes les filières pour leur demander comment elles imaginaient leur futur et on a commencé à rentrer en dialogue avec elles pour regarder quelle était la manière dont ils allaient transporter. Ce qu'on voit, c'est que sur les travaux publics, on va en faire un peu plus et en volume et en portée. Ça va bouger un peu plus loin. Par contre, sur le bâtiment, on va en faire un peu moins parce qu'il y a une part de rénovation qui est plus importante. Sur le général cargo, c'est tous les produits industriels, ça va être un peu plus aussi en volume et en portée. Sur les fruits et légumes, ça va être un peu plus en volume et en portée. Mais sur les produits transformés, un peu moins. Voyez, et sur les énergies fossiles, on en transportera beaucoup moins. Voyez, et donc c'est le fait de faire ces calculs qui nous a amené petit à petit à faire ce scope. Et ce scope, on va l'approfondir cette année, on l'approfondira dans les années suivantes et ça va nous permettre en fait d'avoir vraiment une boussole pour vous et pour nous pour regarder un peu où on va et de quel dispositif on a besoin. Alors vous êtes assez précis, vous dites que, enfin vous m'avez dit au téléphone en tout cas, que la réparation des réseaux d'eau potable, refaire des canalisations allait avoir un impact positif sur la demande de transport. Oui, tout à fait. Si vous voulez... intervenir sur un réseau, il y a un moment où il faut construire, en fait, transformer l'économie. C'est pas simplement s'arrêter, c'est la réparer, la construire. Donc il y a plein de choses qu'on va faire pour pouvoir transformer l'économie. Prenez l'exemple de l'acier. Aujourd'hui, en France, vous avez 2 hauts fourneaux. Vous en avez un à Dunkerque et un à Fos. Demain, le minerai, il sera un peu plus rare. Et vous aurez intérêt à aller capter
tous les métaux qui aujourd'hui partent à la poubelle. Et donc, en fait, vous aurez plutôt intérêt à avoir des fours électriques plus petits, un peu répartis sur le territoire. Et donc, il y a un moment entre aujourd'hui et 2050 où finalement, il y aura un peu moins de hauts fourneaux en Europe et un peu plus de fours électriques. Et en tonnes-kilomètres, ce n'est pas du tout la même chose, parce que quelque chose de très massifié dans des hauts fourneaux et une économie circulaire de recyclage dans des fours électriques, ce n'est pas la même demande de transport et ce n'est pas les mêmes tonnes-kilomètres. Voilà, c'est ça qu'on regarde un peu précisément, et puis on apprend petit à petit. Surtout, ce que nous apprend cette étude de la demande, qui est pilotée par François Teinturier à la DGITM, c'est qu'on est obligé de discuter avec les filières. Et en fait, on va petit à petit discuter avec elles et construire avec elles le processus. Et c'est vraiment là où c'est très innovant, c'est que petit à petit, avec les céréaliers, on regarde comment ils imaginent les choses, avec la chimie, avec les TP. Et petit à petit, cette planification, elle est co-construite et elle devient réalisable parce qu'elle est crédible et co-construite. Et en plus, on rentre dans le budget carbone, dans le budget énergie. Enfin, du moins, on essaye de boucler avec eux, de trouver les bonnes solutions pour boucler. Oui, puis avec l'impact du changement climatique, vous citez les céréaliers, c'est un des plus gros clients du fluvial. Est-ce que demain, on produira autant? Est-ce que d'ailleurs, dans le canal Seine-Nord, il y aura suffisamment d'eau pour porter les barges, mais qui porteront quoi au regard du changement climatique? Comment on mouline tout ça? Avec quelle marge d'incertitude? Et c'est exactement toutes les questions qu'on se pose, et on se rassure, parce que petit à petit, on trouve les lieux dans lesquels on pose les sujets et dans lesquels on arrive à avancer et à regarder les voies et moyens de le faire. Et oui, pour le canal Seine-Nord-Europe, on va pas le remplir en un jour, et ce qui va nous permettre de le remplir. Non, mais ça effraie l'agence de l'eau, le canal Seine-Nord. Bon, enfin bref, je ferme la parenthèse. Yann Tréméax, le travail de la DGITM ne contredit en rien, je suppose, vos travaux. Est-ce que ça vous oblige, vous, à modifier tout de même la répartition des scénarios ou les indicateurs qui fondent vos scénarios? Après, c'est des exercices différents. D'ailleurs, on est impliqué dans l'étude pilotée par le collaborateur de Xavier Yves sur la demande de transport. Donc on contribue, nous, avec les éléments qu'on a pu étudier par ailleurs, on contribue. Et certainement qu'on va réviser aussi nos scénarios en fonction de ce qu'on peut... La technologie évolue. On a de plus en plus de... Enfin, la distance à 2050 sera raccourcie de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Donc ça permet aussi d'avoir un regard peut-être de plus en plus fiable sur ce qu'on peut anticiper du futur. Donc oui, le travail d'une prospective, c'est un travail qu'on remet souvent sur l'établi pour pouvoir intégrer les datas, les données qu'on peut récupérer par ailleurs. Vous intervenez quand vous voulez, les autres intervenants. Monsieur Barral, tiens, vous êtes tout au bout. PayPal, a priori, vous n'êtes pas dans le système de la logistique. Vous gérez des paiements pour sécuriser les clients. Néanmoins, vous avez fait un travail il y a quelques années sur une tarte à la crème qui revient régulièrement, c'est la reverse logistique. C'est toujours un souci, c'est un peu comme la mutualisation des camions, ça revient comme le chou tous les ans, on n'y arrive pas. Vous y étiez arrivé il y a quelques années, ce qui vous a donné un regard intéressant sur le rôle de cette reverse logistique, sur le commerce en ligne, sur la logistique en général. Racontez-nous. Effectivement, les gens pourraient se demander que fait PayPal sur ce panel, mais c'est vrai que quand on regarde le e-commerce, les deux aspects les plus importants pour le client, c'est est-ce que le paiement va passer, est-ce qu'il est sécurisé, et le deuxième, c'est est-ce que mon produit va arriver. Donc même si le e-commerce aujourd'hui ne représente qu'entre 18 et 25% des économies, en France 18%, en Angleterre 25%, aux États-Unis en dessous de 15% et par exemple en Allemagne sous les 10%, c'est vrai que ça peut avoir des impacts sur la logistique, sur les emballages, sur l'environnement et j'en passe. Au niveau de la reverse logistique ou en fait du retour, nous ce qu'on avait essayé de faire au départ, c'est de rassurer le client pour que lorsqu'il achète, il se dise « et si jamais j'ai envie de retourner, est-ce que je pourrais le faire ?» Et donc on avait introduit il y a quelques années en France en pilote, et après on l'a lancé dans 50 pays différents, on avait introduit les frais de retour remboursés, ce qui faisait que le consommateur passait la barrière psychologique de se dire « mais est-ce que je pourrais le renvoyer et combien ça va me coûter ?» Et ça permettait de l'acheter. Et ce qu'on avait mesuré après, c'est que le taux de retour n'augmentait pas, puisque les e-commerçants veulent vraiment limiter le taux de retour, aussi bien au niveau du coût qu'au niveau de l'impact sur l'amortisation des produits. Et donc, on avait suivi ça, et c'était vraiment, ça levait la barrière psychologique. Donc, au-delà de gérer la logistique même du retour, le plus important, c'est de ne pas qu'il y ait trop de retour. Ça, c'est la première chose. Après, au niveau
de la logistique retour, ce qu'on avait vu, et on a acheté une société qui s'appelle Happy Returns et qu'on a vendu juste récemment à DHL, mais ce qu'on avait vu, c'est que pour gérer le retour, il y avait trois grands obstacles. Le premier, c'est gérer l'étiquette d'impression. Et ça, les consommateurs détestent. Ils n'ont jamais une imprimante, ils le reçoivent par email, mais ils sont sur un mobile, ainsi de suite. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'avec Happy Returns, les consommateurs pouvaient utiliser un QR code qui était disponible sur leur téléphone. Deuxièmement, ils n'ont jamais les colis nécessaires pour réempacter leurs produits. Et donc, ce qui se passe, c'est que le consommateur pouvait arriver avec le produit lui-même sans aucun emballage chez le commerçant, qui est l'équivalent d'un poids relais. Et la France est vraiment très en avance, et je vais y revenir. Mais il le donnait directement au commerçant, qui le mettait dans une enveloppe plastique, une sorte de pochette réutilisable. Donc, beaucoup moins d'impact sur l'environnement avec des emballages vides, à moitié vides et à réutiliser ou à utiliser qu'une seule fois. Et le dernier aspect, c'était pour le commerçant. Il se retrouvait avec des colis donc, qui étaient aux trois quarts vides, qui s'empaquetaient dans son arrière-boutique. Donc certes, des points relais, des mondiales relais les rémunèrent pour ça, mais ça prenait beaucoup de place. Et donc nous, ce qu'on avait fait avec Happy Return, c'était des grandes boîtes d'1 mètre sur 1 mètre réutilisables, dans lesquelles en fait on pouvait mettre des centaines d'enveloppes réutilisables elles-mêmes aussi, pochettes, et ça permettait de tout centraliser. Et après, c'était un logisticien qui venait prendre les boîtes et leur permettait de centraliser ces retours. Sur le papier, ça a l'air très bien. Ouais. Pourquoi avoir revendu la société alors, parce que justement, en fait, c'est pour ça qu'on peut se dire, qu'est-ce que je fais là? Parce qu'on s'est dit que le paiement et la logistique sont deux éléments extrêmement liés pour le e-commerce. Mais au final, c'était mieux que ce soit un logisticien qui gère quand même end-to-end plutôt que nous, parce qu'on avait vraiment... on sait, en fait, quand vous êtes en tech, vous pouvez vous poser la question, est-ce que vous allez faire le produit? Est-ce que vous allez vous associer avec une société ou est-ce que vous allez la racheter? Et nous, on avait décidé de la racheter alors qu'on aurait pu tout simplement s'associer. Et c'est ce qu'on a décidé de faire avec DHL. Mais juste pour revenir au point relais, ce qui est intéressant, c'est que la France, et peut-être que David pourra me le confirmer ou pas, mais la France est très en avance dans le monde entier d'un point de vue e-commerce, parce que vous avez jusqu'à 70 à 80% des colis aujourd'hui qui sont livrés en point relais. Alors qu'en fait, en Angleterre, c'est plutôt des lockers, en Pologne aussi, dans certains pays, et dans d'autres pays, c'est sur le pas de la porte. Et donc la France, avec ses points relais, finalement, centralise pas mal de choses. Mais ce qui est intéressant, et je conclurai là-dessus, c'est que moi, j'ai travaillé beaucoup au Moyen-Orient et dans des pays émergents. Et par exemple, dans ces pays-là, vous ne payez pas sur Internet. Vous dites que vous allez payer au moment de la livraison en espèces. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le livreur est aussi la personne qui encaisse. Donc on peut dire qu'un peu la personne en scooter, c'est aussi le PayPal du Moyen-Orient, par exemple. Et vous aviez même pire, c'est que par exemple en Russie, à une époque, je pense que ça doit être encore le cas aujourd'hui, surtout avec le conflit, la guerre, c'est que vous aviez des clients qui commandaient 10 fois le même produit sur 10 sites différents. Et ils ne payaient à aucun moment. Et c'est au moment où le premier livreur arrivait, il payait en cash le premier livreur. Les 9 autres, si jamais ils venaient, il leur disait « Désolé, j'ai payé le premier livreur, merci, au revoir ». Et donc, encore une fois, vous avez cette notion que vous payez uniquement à la livraison en cash on delivery, ça s'appelle en anglais COD. Mais ce qui est intéressant pour revenir à la prospective et au sujet, c'est que le livreur, il va toujours vous appeler, surtout au Moyen-Orient, quand vous n'avez pas de code postal, vous n'avez pas de cadastre. Donc en fait, il est obligé de vous géolocaliser, soit avec une app, soit il vous appelle directement et vous lui dites « Je suis en train de fumer une narguilé au coin de mon immeuble » ou « C'est la station-service, 3e arbre sur la droite » pour vous localiser. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que le dernier kilomètre, il est assuré parce que le paiement est intimement lié. Forcément. Et donc le livreur, il doit vraiment s'assurer qu'il va récupérer et l'argent et donner le colis et avoir la preuve. Et donc peut-être que d'ici 2050, vous n'aurez plus besoin ni d'un gardien, ni d'un point relais, ni d'un locker, mais en fait vous serez automatiquement géolocalisé si vous partagez, comme pour la livraison de repas aujourd'hui, votre point exact et le livreur saura vous trouver au karaoké, au café du coin ou à votre bureau. Il vous livrera en main propre, comme on le voit aujourd'hui dans les pays émergents. Donc c'est parfois ce qui se passe dans les pays en développement qui inspire ce qui peut se passer dans les pays déjà développés. Xavier Valère, je vous ai vu acquiescer sur la modernité de la France, le côté leader de la France dans la matière. Ah oui, on aime souvent se plaindre, mais on oublie de dire qu'on est souvent les meilleurs en plein de choses. Et en termes de logistique, on n'a pas à rougir. On a des licornes françaises. On a un historique sur la vente par correspondance qui nous donne pas mal d'avance. Et puis on a un modèle très particulier aussi, donc qui fait que on a des envies de planification. On aime bien ça.
Et finalement, pour la transition écologique, ça nous met en avance. Enfin, souvent, Amazon nous dit « Ah, vous avez de la chance, vous avez l'ADEME, c'est les premiers à avoir appris à compter le carbone. » Et du coup, eh ben, on est un peu des leaders mondiaux dans pas mal de domaines. Et dans la normalisation, dans le fait de compter le carbone de la même manière au Moyen-Orient, en Asie, aux États-Unis, ben c'est un peu les données de la France, quoi. Et donc, non, il y a plein de raisons de se féliciter de l'excellence française, même si c'est vrai qu'on a l'habitude de dire tout ce qui ne va pas. Mais enfin, moi, ce que je constate, c'est que la France a des talents un peu tous les jours. Oui. Mais la France a une nature dépressive, on n'y peut rien, c'est comme ça. Yann Tréméac et ensuite la parole à Amazon. Une réaction très rapidement. Alors, effectivement, on a appris à compter le carbone. Maintenant, il faut qu'on l'apprenne à tout le monde à compter le carbone. Alors, pourquoi je dis ça? Déjà, je vous invite à un webinaire qu'on va bientôt lancer. Je vous enverrai les invitations pour apprendre, communiquer sur la méthode empreinte projet qui permet justement de calculer les émissions carbone d'une opération, d'une activité de transport. Au-delà de ça, je pense que le sujet de l'information justement des consommateurs, on parlait du e-commerce, elle est fondamentale. Il faut qu'on puisse aussi informer les consommateurs sur l'impact de leur livraison. Est-ce qu'on doit faciliter le retour? Alors moi j'ai un avis. Je ne suis pas sûr que ça conduise effectivement à faciliter en tout cas la décarbonation. Après, je peux comprendre qu'on souhaite l'accompagner. Mais le sujet du retour est fondamental. Un autre sujet, c'est l'absence, par exemple, de présence à domicile quand vous faites livrer, qui induit quelque part des transports supplémentaires. Vous parliez des points relais, c'est effectivement, je pense, un vrai atout dès lors que c'est bien fait. C'est-à-dire dès lors qu'on ne va pas en voiture au point relais. Donc aller en voiture, aller à un point relais en vélo, à pied, donc près de chez soi, logiquement, ça, oui, ça sera pertinent en matière d'impact environnemental. Donc voilà ce que je pouvais juste en réaction rebondir sur ce que vous disiez. David Lecovitz, Amazon, le leader mondial du e-commerce, de la livraison à domicile, des entrepôts logistiques ou presque. Quel regard vous portez-vous? Je suppose que dans le feuilleton ADEME, il était noté qu'il faudrait modérer la demande à un moment ou un autre. Bon, je ne suis pas sûr qu'on s'achemine. Il y avait 5 points: modération de la demande, report modal, le remplissage plus efficace des camions, efficacité énergétique et décarbonation. Vous n'y croyez pas trop à la modération de la demande. Vous n'avez pas l'air de soutenir... Non, la question elle est pour moi, vous interviendrez après là-dessus. La modération de la demande, non, vous voyez un commerce qui continue à augmenter, des livraisons qui continuent à augmenter. Alors pour l'instant, oui, c'est les données qui viennent d'être rappelées. C'est le e-commerce, c'est quand même une toute petite minorité du commerce en général. Et puis Amazon, c'est une partie du e-commerce. Il y a beaucoup d'autres acteurs aussi, c'est assez fragmenté en fait. En tout cas, nous, on s'inscrit complètement avec ce qui était décrit par l'ADEME. Tous ces moyens, que ce soit la localisation, l'optimisation, la décarbonation, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on a mis en place déjà depuis quelques années. Donc on pense que la logistique de demain, 2040, 2050, nous, en interne, on s'est mis un objectif à 2040 pour être net carbone complètement sur l'intégralité de l'entreprise. Et donc la logistique de demain, on pense qu'elle sera innovante, elle sera optimisée et elle sera décarbonée. Voilà. Après, est-ce qu'elle permettra de faire plus de volume? On le pense aussi pour l'instant. On pense que par rapport à la situation d'aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus de volume en étant plus optimisé et décarboné. Et donc ça, c'est ce sur quoi on travaille en particulier. Donc ça passe par des entrepôts optimisés, on peut en parler. On va y venir. Et bien placés. Donc ça, c'est assez crucial, l'emplacement, quand on parle de ça. Ça passe par le transport décarboné, mais sur toute la chaîne. Ça veut dire le premier kilomètre en amont de nos sites, le kilomètre intermédiaire et le dernier kilomètre à la fin. C'est vraiment tous les maillons de la chaîne. Ça passe par une supply chain en général optimisée avec les différents acteurs sur lesquels on travaille. On parlait d'emballage tout à l'heure, par exemple. On peut aussi parler de ça. Et puis tout ça, chez nous, c'est supporté par l'innovation technologique. Donc c'est au cœur de Amazon depuis longtemps. Pas que Amazon, d'autres sociétés également. Et c'est vraiment un enjeu en interne de se dire comment est-ce que la technologie peut optimiser le confort de nos salariés, l'expérience de nos clients et l'impact qu'on a sur l'écologie également. Et en fait, il y a des solutions intéressantes à tout ça. On parlait par exemple de est-ce que je me fais livrer et je ne suis pas chez moi? Donc, par exemple, depuis l'année dernière, on a lancé une option sur Amazon qui s'appelle la livraison Mon Jour Amazon. Donc, quand vous commandez, au lieu de cliquer et de dire le produit il arrive quand il arrivera et peut-être que je serai là, peut-être que je ne serai pas là, vous pouvez décider de vous faire livrer, par exemple, le mercredi, si vous savez que mercredi vous êtes chez vous.
toutes les commandes que vous faites pendant la semaine, elles sont accumulées chez nous, et le mercredi, on vous livre tout d'un coup. Vous pouvez choisir n'importe quel autre jour de la semaine. Donc il y a des solutions, des fois pas forcément très très compliquées. Après, en amont, derrière, il faut qu'on gère, mais on arrive à le faire. Mais pour répondre à différents problèmes. Monsieur Barrel, vous voyez, vous devez voir l'évolution de la demande. La demande va continuer à augmenter. On n'est pas prêt de voir une modération de la demande en matière de livraison à domicile, de e-commerce. Alors, on voit l'évolution de la demande. Ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, moi, il y a une expression que j'adore, c'est fin du mois versus fin du monde. Et donc, effectivement, la fin du monde, ça implique de s'inquiéter de plus en plus sur l'impact environnemental, pas que de l'e-commerce, mais de sa consommation, de son comportement quotidien. Mais la fin du mois, c'est qu'il faut arriver à gérer l'inflation et manager son budget. Et donc, ce qu'on a vu ces derniers mois, c'est un nouvel acteur chinois qui a pris la place d'un autre qui était arrivé il y a quelques années, qui, selon certains chiffres, avait dépensé plus de 900 millions de dollars à l'époque juste en marketing, ce qui est faramineux, et avait abreuvé pendant des mois la Coupe du Monde de 2018, je crois, et d'autres. Et en fait, ça, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas nécessairement anticiper et qui a tout d'un coup impacté aussi bien les chaînes logistiques, les bureaux de douane, les paiements et ainsi de suite. Et c'est effectivement, moi je trouve ça extraordinaire de pouvoir anticiper ce qui va se passer en 2050, quand en tech, par exemple, on n'est même pas capable de prévoir ce qui va se passer dans les 6 ou 18 prochains mois. Et effectivement, encore une fois, qui aurait pu prévoir que cet acteur-là, chinois, allait révolutionner, parce que tout le monde a déjà révolutionné, donc là on révolutionne, et la gestion de l'app et la gamification et le côté presque addictif du shopping. Donc je pense que ça va venir et ça va repartir, comme beaucoup de moyens de consommation qui ne sont pas nécessairement, encore une fois, les plus sains pour l'environnement. Mais en même temps, ils remplissent une demande. Ce n'est pas nécessairement l'offre qui va forcer la demande, c'est la demande qui est là. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une demande de plus en plus fréquente et récurrente pour des petits produits du quotidien qui servent comme des gadgets ou pas. Mais voilà, mais qui aurait pu anticiper ça? Voilà. Est-ce qu'on peut anticiper, monsieur Lecovic, reprenez le micro, madame Dablon, je ne vous oublie pas et je n'oublie pas la question sur les entrepôts. Est-ce qu'on ne peut pas, question toute bête, je vous l'ai déjà posée, mais je vous la repose, enfin je vous l'ai déjà posée au téléphone et puis tout à l'heure, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une saturation des villes, les villes qui vont se refermer par ces péages urbains qui ne disent pas leur nom, que sont les zones à faible émission, le ZAN d'une certaine façon qui va rendre plus coûteux l'accès du foncier pour créer de nouveaux entrepôts. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des villes saturées, la voirie saturée, où on ne pourra plus faire passer demain des camions de livraison de n'importe quelle taille? Alors si on parle du e-commerce en particulier, moi je pense que la réponse est non. En fait, ce que je dis souvent comme analogie, c'est que quand vous faites livrer votre courrier chez vous, le facteur prend tout le courrier de toute la rue, passe et distribue les lettres. Ça ne viendrait à personne à l'idée de penser que ça serait plus efficace que chacun se déplace à la poste pour aller chercher son courrier. Et ça saturerait beaucoup plus l'espace public pour le coup. Donc nous, ce qu'on fait, on fait du transport en commun de marchandises finalement, et on densifie beaucoup plus les livraisons. D'ailleurs, c'est des rapports de l'ADEME sur l'impact du e-commerce qui le montre bien. On a aussi d'autres rapports. On a Oliver Wyman qui a écrit un rapport qui dit la même chose que l'ADEME d'ailleurs là-dessus. C'est que le e-commerce, le transport de marchandises du commerce, c'est 4 à 9 fois moins d'impact de transport que l'alternative autre. Quand c'est bien fait, effectivement. Parce que, comme c'est dit tout à l'heure, si on va le chercher, si on va aller à son point relais en voiture, ça ne marche pas. Donc non, je ne pense pas que ce soit saturé. Après, l'autre élément de réponse également, c'est que nos opérations, on a des gros volumes qu'on opère 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans nos entrepôts. Donc on est obligé de lisser la charge tout au long de la journée. Il n'y a aucun moyen qu'on ait une file de 30 camions qui soit devant l'entrepôt. De toute façon, on ne saurait pas les réceptionner. Donc on étale toute la nuit, la journée, les moyens de livraison chez nous. Et donc même aux abords hyper proches de nos entrepôts, il n'y a pas d'enjeu de congestion. Et donc quand on parle du réseau après routier plus lointain, c'est sûr que c'est dilué dans l'ensemble. Je terminerai par vous sur les entrepôts. Madame Dablon, quel est votre regard, vous, sur tout ce qui vient d'être dit? Votre boule de cristal, elle nous dit quoi? Alors, je ne fais pas d'exercice de projection, on ne fait pas ça dans l'équipe, mais je suis très sensible à celle des autres et je les regarde. Et alors? Et j'en profite bien. Et je les regarde aussi de façon très internationale.
J'ai l'impression que les 12% seraient peut-être un peu conservateurs, c'est-à-dire que les autres modèles que j'ai pu voir, mais je ne suis pas compétente dans la boîte noire des modèles, vont plus loin. On l'a dit aussi pour l'Allemagne. Et ça me paraît logique parce que nous, on travaille beaucoup sur les chaînes globales, la logistique mondiale. Et ça continue à bouger, c'est-à-dire que ça vient de plus en plus de partout pour aller partout. Et les pays émergents sont un driver énorme de ces évolutions. Donc il n'y a pas de régionalisation de la mondialisation comme il avait été dit. Pas vraiment. On a le Chine +1, comme on dit, c'est-à-dire qu'on va sourcer en Chine et au Vietnam ou en Chine et au Mexique, etc. Mais c'est plutôt quelque chose qui va augmenter les chaînes logistiques plutôt que les réduire en volume, en distance. Ce n'est pas forcément mauvais, hein. Elles peuvent être extrêmement optimisées et massifiées. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que le monde, et on le voit dans les grandes villes des pays émergents, devient urbain et consomme beaucoup et produit beaucoup. Donc ça, c'est les tendances de ces dernières années. Si on les tire, on arrive probablement à un peu plus que 12% en 2050. Je pense qu'il faut s'y préparer et il faut s'y préparer notamment au niveau de ces mégapoles qui sont là. On a vu certains des comportements, c'est extraordinaire. La façon dont les villes africaines, par exemple, ont intégré le numérique pour l'organisation de leur consommation et de leur mobilité et de la mobilité de la livraison. On n'est plus du tout dans l'univers, aujourd'hui on n'est plus du tout dans le même univers qu'il y a ne serait-ce que 5 ou 10 ans. Donc, je pense que ce phénomène-là est parti pour durer. Avec des pays qui émergent vraiment, pardonnez-moi de vous couper, vous me disiez au téléphone, le Mexique, qui devient une place importante. Énorme. Parfois un relais industriel d'industrie chinoise. Donc c'est de la régionalisation un peu fausse dans les statistiques. Donc il faut réussir à décortiquer ce type de flux qui vient en fait de beaucoup plus loin. Et les grandes crises comme il y a eu le Covid, la guerre en Ukraine, les outils et l'influence que ça a déjà sur le transport maritime, on verra ça dans les débats qui vont suivre demain et après-demain, ça a une influence, j'ai l'impression que ça a une influence finalement assez faible que le système du commerce mondial. Mais que la marque du monde, un petit voilà. peu, les colis et les conteneurs passeront toujours. On passe et passe de plus en plus. Alors je suis aussi très sensible à la question de... qu'est-ce qu'on fait? On a parlé de coopération, y compris territoriale. On a parlé de coopération des acteurs dans les filières. Moi, je suis plutôt sur la position on innove sous la contrainte. Et les acteurs, la logistique fait ça, c'est-à-dire qu'ils vont se réorganiser en fonction de la contrainte. La contrainte va arriver. Moi, personnellement, je pense qu'en France, notamment, et là, je vois une petite différence avec certains autres pays européens, on a une contrainte un peu contraignante. Une contrainte peu contraignante, qu'est-ce que vous voulez dire ? Qui font beaucoup parler, mais qui finalement ne sont pas encore structurants. Je pense aux ZFE, qui ont énormément évolué en France ces toutes dernières années, mais un peu dans le mauvais sens, au sens où les autres pays européens, ils ont eu de la chance, ils l'ont fait avant les crises, ils n'ont pas eu les gilets jaunes peut-être, mais les ZFE en Europe, ça fait, je dirais, presque 15 ans qu'elles sont en place, oui, avec des outils qui contrôlent. Et donc là, véritablement, les acteurs savent où ils vont. En France, on hésite, on met des règles assez strictes, mais ces règles sont repoussées, ou bien la technologie pour contrôler ces réglementations n'est pas encore adoptée par les villes. Mais, soit parce c'est pas tellement qu'on hésite, c'est que la loi laisse tout pouvoir aux collectivités locales d'organiser leurs propres ZFE. Les collectivités manquent d'outils aussi. Le cadre juridique ne leur permet pas, par exemple, d'avoir les caméras qui contrôlent les ZFE comme elles peuvent l'avoir dans les pays voisins. On est un peu sous-équipé là-dessus. Bizarrement, on ne le sait pas, mais la France est plutôt un peu sous-équipée. On aura un débat dans 2 jours avec M. Valère. Là où on s'est mis une belle contrainte, c'est Lausanne. On est un peu les seuls. Artificialisation nette qui fait hurler beaucoup d'élus qui ne comprennent pas parce qu'ils disent on ne nous explique pas
Bon, il y a peut-être un peu de mauvaise foi, mais beaucoup d'élus ont peur d'être d'élus des communes rurales, d'être le réceptacle à l'urbanisation des communes urbaines qui, elles, ne pourront plus urbaniser. Voilà, alors Je ils viennent de résume. recevoir un petit cadeau d'1 hectare par Voilà. commune, mais c'est vrai qu'un hectare, c'est un tout petit entrepôt d'Amazon, hein, on ne va pas aller très très loin. En tout cas pour la logistique, mais moi je pense que c'est finalement un signal pour l'immobilier logistique, pour innover. Et ça, j'y crois vraiment, je pense qu'ils sont bons. Ils sauront récupérer des friches, ils sauront construire à étage comme les mêmes groupes le font déjà en Asie, par exemple. C'est ce que fait votre voisin de droite, M. Ouais. Lecovis, un entrepôt à 4 étages. Oui, Du c'est ce côté qu'on de fait. Metz. C'est ce qu'on fait déjà. On n'a pas attendu effectivement les zéro artificialisation nette. Nos 2 derniers entrepôts robotisés qu'on a ouverts en 2021 à côté de Metz et en 2019 avant à Brétigny-sur-Orge, ils sont tous les 2 sur des anciennes bases aériennes militaires qui avaient été libérées. Donc il y a 0 artificialisation du sol et ils sont à étage, donc 3 étages à Brétigny, 4 étages à Metz. Et quand je vous parlais tout à l'heure d'entrepôts optimisés et décarbonés, pour nous, ça passe par ce genre d'action. Ça veut dire que du coup, à Metz, c'est 55 000 m² au sol, mais ça fait 180 000 quand on déploie l'ensemble des 4 étages. Mais vous l'avez fait pourquoi? Pour faire des économies? Parce que le foncier était déjà peu accessible? En fait, c'est un peu je pensais à ça quand j'entendais fin du mois versus fin du monde, c'est que, ou quand j'entends des fois que la livraison rapide polluerait plus, je pense que c'est des choses qui, à une petite échelle, ont une vérité, et quand on passe à une certaine échelle, ça peut inverser les logiques des fois. Donc la livraison rapide et polluerait plus si je envoie un colis et que je le densifie pas avec d'autres, ça pollue plus. Le principal facteur d'impact écologique, c'est le remplissage des véhicules. Donc si on remplit les véhicules, c'est optimisé. Quand on a une taille assez grosse, on peut remplir des véhicules tous les jours. Nous, on expédie plus d'1 million de colis par jour. On peut remplir des véhicules tous les jours. Et donc, du coup, l'enjeu, c'est d'être près de nos clients. Quand on est près de nos clients, on peut les livrer plus vite, ce qu'on leur propose sur Amazon, tout en ce que ça nous coûte en moins, puisqu'on va traverser moins de chemins, et en ayant un impact écologique plus faible, puisqu'on fera faire moins de routes. Et donc ça, c'est ça notre enjeu. Donc notre enjeu, c'est d'avoir des capacités près de nos clients. On n'avait pas d'entrepôt dans la région est de la France. Une grande demande, puisqu'on sert également l'ouest de l'Allemagne, le Luxembourg, etc., au départ de cet entrepôt. Donc, tout intérêt d'avoir un entrepôt optimisé, d'une grande taille, pour répondre à votre question. Une grande taille, ça nous permet des économies d'échelle intérieure. La technologie, on l'utilise, c'est un entrepôt robotisé, donc les étagères se déplacent. Ça nous permet au mètre carré de stocker 40% de produits en plus que sur la logistique normale. Et donc tout ça, ça génère beaucoup d'emplois. Parce que par rapport à votre scénario 4, vous disiez, parce que nous, on s'inscrit plutôt dans cette tendance-là, mais vous disiez qu'il amènera moins d'emplois. Chez nous, en tout cas, la robotisation, depuis qu'on a ouvert ces 2 entrepôts en France robotisés, on a créé 8000 emplois en France. Ces 2 sites, c'est les sites où on a le plus de salariés. Parce que justement, on peut densifier avec la technologie ces sites-là et donc avoir encore plus de volume au départ de ces sites. Donc 4000 salariés à Metz, 4000 salariés à Brétigny, c'est à peu près la même taille en nombre d'emplois. Et donc ça nous permet de livrer tous les clients de la région Est. Voilà. Ça veut dire qu'au regard du ZAN, les prochains entrepôts Amazon seront forcément sur ce modèle-là? On cherchait déjà à faire ça auparavant. Donc je vous dis, c'est l'ambition de l'entreprise d'être zéro net carbone en 2040. On a des objectifs plus courts, en 2025, donc l'année prochaine, pas dans 30 ans. C'est 100% de nos sites qui sont l'énergie de nos sites sera 100% énergie renouvelable en 2025. Voilà, on était déjà à 90% l'année dernière, on sera à 100% l'année prochaine. Donc pour ça, on a alors c'est pas uniquement les panneaux solaires sur le toit qui vont faire ça. On a des projets on a plusieurs activités d'énergie renouvelable en Europe, donc 160 projets. On produit 5,5 gigawatts d'énergie dans le monde. Ça fait l'équivalent de 6 millions de consommateurs européens. C'est la moitié de la Belgique, ce qu'on produit. Amazon, c'est le plus grand acheteur privé d'énergie renouvelable dans le monde. Et donc, voilà, on se met des jalons. Donc, nos sites, 100% énergie renouvelable en 2025. Ensuite, on a des jalons sur le transport, qui est le plus gros impact. Et pour arriver en 2040 à zéro. Oui. Et avec une livraison urbaine, notamment à Paris, où vous faites ce que peu ont réussi à faire, la mutualisation avec la RATP, vous louez les espaces laissés vides par le départ des bus en journée, en quelques mots. Et alors ça, voilà, ça c'est ce qu'on pense aussi, c'est qu'un gros enjeu en général de la logistique, comme je vous dis, c'est de mutualiser les ressources. Ce qui pollue, c'est le camion qui n'est pas plein. Et donc mutualiser les ressources, ça peut se faire à l'échelle de plusieurs entreprises ou à l'échelle d'une entreprise si on a assez de volume. Et donc nous, ce qu'on met en place, par exemple, on livre à Paris, y compris avec des livreurs à pied
ou en vélo, mais même à pied. Et comment on fait ça? On a un partenariat avec la RATP. Donc en fait, il y a 3 réseaux de bus, 3 dépôts de bus de la RATP qui sont du coup en pleine ville dans Paris. Et c'est un super échange win-win. Eux, ils stockent les bus la nuit, et la journée, les bus tournent. L'entrepôt est vide. Nous, on vient le matin, on amène nos produits ici, on fait des tris avec des livreurs qui partent, qui reviennent, qui partent, qui reviennent pour livrer les alentours, puisque je rappelle, c'est en pleine ville. Et le soir, on a tout remballé et les bus reviennent se garer. Donc ça, c'est ce genre de choses qu'on essaie de chercher. C'est comment on peut mutualiser les actifs de la logistique, que ce soit dans le transport, qu'ils soient physiques comme ça, des lieux, ou des technologies d'ailleurs. Voilà. Amazon, on fait ça depuis le début de l'histoire de l'entreprise. Donc on crée des choses pour nous, on les met à échelle et après même on les propose à d'autres. Donc nous, on le fait, mais on se sert aussi de ce que d'autres font. Comme le réseau de points relais par exemple en France qui est vraiment très très développé effectivement. Et donc c'est un avantage et ça, on le permet à nos clients de l'utiliser bien évidemment aussi. Et je pense que dans le futur, la logistique, ça sera ça. Comment on mutualise? Il faut assez de volume, donc soit c'est une entreprise toute seule, soit c'est en regroupant l'ensemble qu'on va arriver à optimiser la chaîne. Madame Dablan, la mutualisation, c'est aussi une tarte à la crème, ça revient comme le chou dans les débats. Manifestement, Amazon l'a fait. C'est difficile à faire, on dirait. Mutualiser des entrepôts, mutualiser des camions, c'est une des solutions pour optimiser les flux logistiques. Les acteurs le feront lorsqu'ils devront le faire. Je suis sûr qu'il y aura de la mutualisation quand la contrainte sera... Tout le monde dit, moi je veux bien là. le faire, mais il faut un tiers de confiance parce que c'est la sécurité de mes opérations, de mes clients, de mon fichier, etc. Et je pense par exemple au partage de données, qui est un autre sujet, mais qui relève aussi d'une mutualisation. Aux Pays-Bas, il se fait parce qu'il y a des plateformes neutres qui le font, qui sont à l'interface entre les opérateurs et les collectivités territoriales ou la recherche qui aurait besoin de ces données. Donc il y a une confiance grâce à ces plateformes interfaces qui anonymisent les données. Donc c'est un problème qui est en voie de se résoudre dans certains pays. Chez nous, ça sera pareil. Il faudra établir ce genre d'acteurs un peu nouveaux qu'il faut envisager pour les années qui viennent, pour un tas de sujets. Mais ils se créeront naturellement. En revanche, il faut que le cadre, lui, soit bien clair, phasé et respecté. Donc si on annonce que les externalités des poids lourds seront finalement d'une façon ou d'une autre payées par la logistique, comme en Belgique, il faudra qu'elle le soit vraiment, mais cette organisation soit faite de façon réaliste, cohérente, discutée avec les filières, avec les opérateurs, mais surtout phasée et respectée. Mais c'est assez surprenant en préparant cette table ronde et d'autres. Là, je me suis rendu compte que les villes disposaient de quasiment pas de données sur ce qui rentrait, ce qui sortait au niveau marchandises, d'où le programme Évolue, je crois, dont l'ADEME est partenaire. Ça paraît surprenant. On est capable d'identifier un pick-up en Afghanistan, lui balancer une bombinette depuis un PC situé à 5000 km. On n'est pas capable de suivre des camions, des marchandises en France. Pourquoi? C'est les Amazon, les PayPal qui ne donnent pas leurs données. C'est parce qu'il n'y a pas de tiers de confiance pour le partage de données. Ça paraît surprenant dans un pays dont la science statistique est au firmament. Monsieur Valère. En fait, vous avez des libertés constitutionnelles. La CNIL, c'est ça? Et en fait, quand vous donnez votre information en disant « je veux être livré », vous ne donnez pas une information pour que l'ensemble des décideurs publics sachent que vous êtes livré. Donc une donnée, si elle a un objectif contractuel, point, elle est contractuelle. Donc il y a déjà pas mal de données qui nous échappent comme ça. La deuxième raison, c'est que quand on demande à des opérateurs de nous donner de la donnée, ils ne veulent pas. Mais c'est pas ça, c'est que ça leur demande un coût de traitement. C'est compliqué à mettre en œuvre. Vous imaginez passer une donnée de livraison anonymisée en quelque chose d'exploitable par une collectivité? Ça, c'est sûr que l'ADEME pourrait le faire. Alors, on a demandé à 2 comités techniques de logistique urbaine d'y travailler. Ils y travaillent cette année à essayer d'imaginer un standard pour qu'on puisse donner un cadre à la donnée publique en logistique urbaine. Donc c'est un sujet qu'on travaille, mais c'est vrai que c'est important qu'on puisse dire à la collectivité de combien d'aires de livraison ils ont besoin, quel type de camion doit rentrer dans une ZFE et d'outiller tout ça. Parce que on avait l'habitude d'y rentrer sans avoir besoin de demander l'autorisation, ce qui était très bien.
Seulement, on voit bien que dans un monde où la ressource est finie et où la qualité de l'air doit être protégée, il faut qu'on se pose la question du comment on fait pour optimiser les rentrées de marchandises. Et donc c'est vrai que c'est une question qu'on se pose peut-être un peu plus tard que les autres. Mais du coup, on a les exemples de nos voisins et on va rattraper notre retard. Yann Tréméac et Laetitia Dablan. Peu de mots, je voudrais passer la parole au public. Yann. On parle de la data. La data, c'est effectivement un vecteur d'optimisation qu'il faut continuer d'utiliser, qu'il faut mettre à disposition. Je parlais tout à l'heure de la mise à disposition des informations aux consommateurs. On est sur ce volet technologie. La technologie, elle va permettre d'optimiser, d'améliorer l'existant. Alors, il y a des technologies qui émergeront, mais il y a quand même aussi une incertitude. Moi non plus, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas ce que seront les technologies de demain. En tout cas, ce que je sais, c'est que un autre axe, c'est bien sûr de pouvoir reporter vers des modes plus vertueux tout ce transport de marchandises. On parlait quelque part de concentration des flux. C'est un levier pour reporter plus facilement cette concentration des flux vers des modes massifiés comme le ferroviaire, le fluvial. Donc ça, c'est le deuxième levier, la technologie, le report modal et surtout les changements de comportement et la maîtrise de la demande. Donc j'y reviens, oui, je pense, je crois qu'on peut mieux maîtriser notre demande. Est-ce qu'on a besoin de consommer, de changer de téléphone tous les 6 mois? Est-ce qu'on a besoin de se faire livrer, je ne vais pas citer de marque, mais des vêtements par de très très loin? Je pense que tout le monde verra de quoi je parle. Est-ce qu'on a besoin d'avoir 10 livraisons de t-shirts par semaine? Je ne suis pas sûr. En tout cas, moi, ma perception, c'est que non, on n'a pas besoin. Face à nous, il y a quand même un mur. Mais c'est leur faute, c'est eux qui devraient interdire. J'incrimine personne. Je pense que le travail des e-commerçants, d'ailleurs on a sorti un rapport là-dessus, montre bien qu'un e-commerce bien fait, ça peut être tout à fait pertinent aussi en matière de décarbonation. Et je suis assez convaincu que finalement l'amélioration de la performance environnementale des transports est aussi un levier de compétitivité pour les acteurs du e-commerce. Donc finalement, je pense que les choses peuvent converger. Mais voilà, en tout cas, oui, on croit à la maîtrise de la demande, à une sobriété. Et je n'oublierai pas aussi les travaux sur la relocalisation des industries qui pourront aussi converger vers ça. Madame Dablan. Non, j'avais juste un petit mot sur les données. Je crois qu'il faut qu'on parle d'indicateurs plutôt que de données quand on parle aux acteurs économiques, quitte à eux à faire leur cuisine interne pour pouvoir fournir ces indicateurs. Pour les aider à faire ces cuisines internes, il faut qu'on travaille beaucoup sur les méthodes. L'ADEME le fait et le ministère. Et ça, c'est extrêmement précieux. On manque de méthodes sur le macro. On n'a pas encore bien la capacité. C'est totalement international. C'est pas seulement la France. Je dirais même qu'on travaille un peu plus, nous, là-dessus. D'avoir des évaluations en scope 1, scope 2, scope 3, mais au niveau d'un territoire entier. On le fait maintenant pour les entreprises. On le fait pour des filières. Mais au niveau d'un territoire, on a encore un déficit d'outils. Donc voilà, on va progresser, on progresse petit à petit, mais vers des indicateurs qui soient beaucoup plus robustes qu'aujourd'hui. Il n'y a pas seulement non plus de la data privée, il y a aussi beaucoup de données potentiellement de la technologie publique, je dirais, et tous les systèmes dont on a commencé un peu à parler, mais ces systèmes-là vont se développer. Donc il faudra être intelligent dans tous les sens du terme pour récupérer ces données qui existent déjà dans le monde public pour l'application des règles, pour le suivi de telle ou telle activité ou tel service public. Mesdames, Messieurs, y a-t-il des questions? Levez la main et j'arrive. J'arrive donc. Oui, bonjour, Yvan Baturon. Yann avait raison de nous dire on n'a pas besoin de commander des habits de l'autre bout du monde, et notamment en 3 tailles, 3 couleurs. Et j'essaye confortablement à la maison et je renvoie ceux dont je n'ai pas besoin. En fait, dans cette conférence, on a vu presque tous les volets. Il y en a un qui me semble absent. C'est que ce n'est pas une question de besoin. Heureusement, on vit dans des sociétés assez éloignées de la base de la pyramide de Maslow. C'est l'envie. Et les consommateurs que nous sommes aussi, nous avons des envies qui font tourner le monde, qui font tourner l'économie, la croissance, nos entreprises tournent pour ça. Et ce levier de l'envie,
comment vous le voyez évoluer, puisque c'est la conférence dans laquelle on se projette en 2050. Est-ce que vous voyez, j'en sais rien, la COP 42 qui attribue à tout être humain un nombre de tokens de CO2 et puis on aura envie de cumuler les tokens en ayant des gestes qui décarbonent et qui rapportent des tokens pour faire des choses dont j'ai envie. Est-ce que, enfin j'en sais rien. Est-ce que vous pouvez regarder, vous pouvez nous dire si vous avez des idées sur cette projection en 2050 sur le volet envie consommateur qui est en fait à la base de tout ça? Allez hop. C'est une question tarte à la crème, ça. Donc, d'habitude, on demande toujours, mais que fait l'État? Donc, j'ai une habitude des questions tarte à la crème, mais du coup, je ne vais pas répondre complètement. Mais en tout cas, il y a un moment où nous, on se pose la question, comment l'économie, elle va digérer un pétrole quand il sera à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 euros le litre. Je ne sais pas à quelle vitesse ça va aller en 2050. Il y aura peut-être des à-coups avec la prochaine guerre qui va arriver, avec des enjeux géostratégiques, avec une crise. Enfin, voilà. Donc, il y a des questions de cette nature-là sur lesquelles on n'a pas beaucoup de visibilité. Mais pour répondre à votre question de l'envie, je pense qu'il y a un moment où vous avez envie de ce qui est disponible. Il y a un moment où certaines choses qui sont disponibles aujourd'hui de manière abondante ne seront plus nécessairement demain pour autant de personnes. Et du coup, il y aura toujours capacité de faire plein d'autres choses. Et on va probablement se mobiliser sur les autres choses qui sont compatibles avec les ressources et l'allocation du capital qu'on a. Ce qu'il faut, en fait, c'est qu'à chaque fois, ça soit un choix individuel qui soit le plus éclairé possible et qu'on puisse cheminer les uns les autres et qu'on laisse personne au bord du chemin dans ce chemin vers des ressources un peu différentes à la disposition des uns et des autres. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais la question de l'envie, elle va évoluer avec ce que vous êtes en capacité de désirer, en fait. Et le monde a des ressources limitées, tu disais. Donc peut-être qu'un jour, on ne pourra plus répondre aussi à nos envies. Moi, déjà, on travaille sur ces sujets de consommation à l'ADEME. Donc on est vraiment en train de réfléchir à comment inciter à des consommations certainement plus sobres, en tout cas plus performantes d'un point de vue environnemental. Il y a l'envie. On parlait de sobriété désirable. Moi, j'aimerais aussi qu'on parle de renoncement souhaité. Je pense que ça sera peut-être le futur de aussi renoncer à certains comportements parce qu'on en a besoin. Ce que suggère monsieur, c'est que si ça ne va pas assez vite, on en viendra peut-être à allouer un budget carbone à chaque citoyen, à chaque consommateur, voilà, qui sera dégrévé à chaque fois qu'on fait un achat sur Internet ou autre. Monsieur. Merci. Bonjour. François-Michel Lambert, ancien député, j'en connais quelques-uns. C'est un président de la Commission nationale logistique auprès du gouvernement et aujourd'hui je suis vice-président d'une société savante de chercheurs en économie circulaire, donc on arrive à se projeter. Permettez-moi de rester sur le titre 2050. Je rappelle à tout le monde que 2050 c'est dans 26 ans, c'est-à-dire on est exactement à la même distance que lorsque la France a été championne du monde pour la première fois, pas la deuxième, la première. Donc ça nous permet aussi de voir tous les bouleversements. Amazon, je ne sais pas où ils étaient, les smartphones n'existaient pas, etc. Donc qu'est-ce qui est en train d'advenir et quels sont les enjeux? Alors, je suis assez étonné qu'on parle de croissance de tonnes-kilomètres. On devrait être sur la décroissance. Ce qui va se passer, notamment par rapport à l'économie circulaire, c'est l'allongement de la durée de vie des produits. Regardez ce que vient d'annoncer Tesla sur ses voitures. Ils annoncent des voitures zéro service, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas à réparer et qu'elles vont être extrêmement longues en termes de durée de vie. Donc, si vous avez une voiture qui est de bonne qualité, qui dure plus longtemps, ben, vous n'en rachèterez pas une deuxième. Qu'est-ce qui est en train d'advenir grâce notamment à des outils, des startups? C'est le partage de l'usage. Donc, on n'aura plus la propriété, mais l'économie de la fonctionnalité. Qu'est-ce que font le politique, hein? Je rappelle que les politiques, ils ont aussi des politiques publiques. Et je vais donner un exemple. Et ils vont tordre par rapport à des réalités le modèle dans lequel nous sommes. Donc les transformations sont profondes et j'en finirai sur le textile. Regardez ce qui se passe sur le textile et c'est ma question.
comment vous appréhendez les mutations sur le textile. Deux informations. L'ADEME travaille sur la question du textile et les fameuses 50 pièces de textile par an et par personne que nous consommons, pour les ramener à combien? Vous le savez, Yann, tu le sais, à 6 pièces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on achète chacun 50 pièces de textile neuves et l'objectif est de ramener à 6. Donc là-dessus, expliquez-moi où est-ce qu'il y a une croissance. Et le politique s'engage. On était la semaine dernière sur la fast fashion pour justement faire baisser cette charge, donc faire baisser les tonnes kilomètres. Donc ma question, n'êtes-vous pas plutôt à se poser la perspective d'un effondrement de la consommation manufacturée et donc des volumes? Alors, moi, j'aimerais juste faire une petite intervention parce qu'on critique beaucoup la consommation et la fast fashion et tout, mais est-ce qu'il vaut mieux pas, en tant que France, exporter des beaux sacs Hermès, Chanel, Louis Vuitton, dont on peut être fier et qui s'exportent dans le monde entier, ou des pièces d'Airbus? Et d'ailleurs, est-ce qu'il vaut mieux qu'elles soient fabriquées en 3D sur place ou qu'elles soient exportées par la France? Est-ce qu'on ne peut pas être fier de ça? Et du coup, si les Français, en parallèle, importent un petit peu plus de produits qui vont après recycler, réutiliser, renouveler. Donc voilà, donc je pense que plutôt que de critiquer la fast fashion quand les Français consomment, il faut être fier aussi de l'export que font les grandes marques françaises aujourd'hui, en fait. Et est-ce que du coup on va reprocher aux grandes marques françaises d'utiliser du carbone pour exporter ces grands produits aussi? Enfin, la fast fashion, on connaît son impact sur l'environnement, sans parler de son impact social. C'est un peu autre chose. Quelqu'un veut réagir? Yann? Pardon, Madame Dablanc. J'avais juste un petit mot. Moi, je découpe la question de la consommation, quelle que soit son évolution, et je suis tout à fait d'accord avec vous que pour une partie, on va vers plus de sobriété, et tant mieux, mais du transport et de la logistique. Car, par exemple, l'économie circulaire, la ville du quart d'heure, dont on parle aussi beaucoup, derrière, l'intendance logistique sera là et elle aura plutôt tendance à s'accroître. Donc pour moi, il va y avoir ce découplage. Ce qu'il faut alors s'assurer, c'est que ces nouveaux additionnels transports soient décarbonés et intermodaux. On n'a pas encore parlé beaucoup d'intermodalité, mais il y a de nouveau des choses à faire et on l'espère tous. Les carburants vont évoluer, mais les chaînes logistiques, elles, ne vont pas forcément en véhicules kilomètres, tonnes kilomètres, se réduire, même dans un cadre nouveau de type de consommation. Yann Tréméac, c'est ton moment. Extrême défi logistique. Oui, on me dit qu'il faut nous acheminer tout doucement vers la conclusion. Oui, c'est bien toi. Oui, tout à fait. Non, il faut que je me... Oui, on travaille. Donc, on est en train de lancer un nouveau dispositif. Donc, je voulais juste quand même rappeler, pour pas qu'on ait de malentendus, la logistique, elle est indispensable à notre économie. Après, la logistique, elle a des conséquences, des externalités. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, faut qu'on maîtrise. Hein, c'est à peu près 25% des émissions de GES en ville, même si là encore, il nous faudrait plus de données pour creuser et bien savoir ce que la logistique en ville émet. C'est 30% de l'occupation de la voirie. Il y a des externalités. Au-delà, on voit que le nombre de villes explose. On en parlait, le nombre de véhicules utilitaires légers. C'est plus 46% depuis 1990, donc c'est quand même une véritable explosion. Sur cette base-là, on a décidé de lancer un nouveau dispositif qu'on a intitulé l'Extrême Défi, donc qui est une démarche intégrale, qui est un dispositif innovant. L'objectif, c'est de pouvoir favoriser l'émergence d'écosystèmes territoriaux logistiques 2 fois plus optimisés, 2 fois plus durables. Alors, c'est quoi un écosystème territorial logistique? 1, c'est de pouvoir raisonner par bassin de marchandises, comme pour les bassins de vie. 2, c'est de pouvoir rassembler des acteurs privés, publics, pour les différentes filières, et les pousser à mettre en œuvre des démarches collaboratives. 3, c'est aussi de pouvoir, en fonction des spécificités territoriales, mettre en face des contextes les bonnes solutions. Et 4, et on en avait déjà parlé il y a plusieurs années, notamment avec François Michel, de pouvoir travailler sur le développement des autorités organisatrices de la logistique et vraiment de faire jouer aux collectivités leur rôle sur le territoire. Bon, pourquoi maintenant? On a quand même beaucoup de retours d'expérience. Il y a eu plusieurs démarches qui ont été lancées sur les 30 dernières années. Donc on a vraiment un REX, un retour d'expérience qu'on peut utiliser.
On sait qu'il y a besoin de plus de coopération, on en a parlé, de besoin de mutualiser. Amazon nous parlait justement de ces travaux de mutualisation. Donc je suis très heureux de savoir qu'il y a des acteurs économiques qui s'engagent et on va les accueillir dans notre Extrême Défi pour continuer de s'engager là-dessus. D'un autre côté, les dispositifs qu'on peut lancer d'appel à projet nous semblent, nous, plus suffisants pour pouvoir accompagner des mutations profondes, des mutations peut-être vraiment pas à forcer, mais accompagner plus. Il faut pouvoir réfléchir, pousser les acteurs du territoire à réfléchir, à proposer des écosystèmes qui soient dans une logique gagnant-gagnant, c'est-à-dire améliorer la performance environnementale, les rendre plus durables, mais en même temps pouvoir contribuer à agir sur des leviers de compétitivité. Donc on se donne 3 ans pour ça, pour diminuer les émissions de GES, diminuer les émissions de polluants, baisser le flux de véhicules, diminuer le coût de la livraison. Voilà, ça va être ça les 3 prochaines années. Donc on s'est projeté à horizon 2050. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se projette déjà plus dans le présent, qu'on revienne dans le présent et qu'on se projette un petit peu plus court terme, à 2-3 ans, pour essayer de faire changer les choses. Donc, merci. Alors, peut-être juste pour détailler ce que ça va être aussi concrètement. Il me reste encore 3 minutes. Il reste 5 minutes. Je vais en profiter, si tu veux bien. Si tu peux faire moins de 5 minutes, c'est mieux en fait. Moins de 5 minutes ? Ok, alors je vais faire en 3 minutes. Je modère mon offre. Je négocie. Donc le défi va se dérouler sur les 3 prochaines années, 2024 à 2026. Donc je le redis, c'est vraiment une démarche intégrale, innovante, même pour l'ADEME. C'est assez disruptif. Jusqu'en avril 2024, on va travailler sur la préparation du défi avec les parties prenantes, avec les services de l'État, notamment avec la DGTM qui collabore à ce dispositif, qui est vraiment pour nous un partenaire fondamental. D'ici juin 2024, de pouvoir avoir organisé des ateliers, préparer des premiers consortiums qui vont proposer des solutions territoriales. Et à l'été 2024, de pouvoir lancer un premier volet d'idéation. Idéation, ça va te permettre de réfléchir à des concepts innovants, d'écosystèmes territoriaux optimisés, de pouvoir accompagner les territoires sur leur réflexion en tant qu'autorité organisatrice de la logistique, et donc bien sûr avec des financements ad hoc. Ça sera 2024. 2025, on expérimentera en situation réelle, en conditions réelles, et 2026, on travaillera au passage à l'échelle. Donc on est vraiment sur ces circuits itératifs, idéation, réflexion, conceptualisation, expérimentation et déploiement. Voilà ce qu'on vous propose sur les 3 prochaines années, et pas 2050. Là, tu avais demandé 5 minutes, tu as fait en 1 minute. Comme quoi, quand on réduit l'offre, la demande suit. Je pense que j'espère pouvoir être exemplaire en matière de sobriété, on en a parlé, et voilà, j'applique à moi-même ce qu'on pousse à faire la société. Comme il me reste 2 minutes, si quelqu'un a une question sur ce programme ou sur un autre point qui a été abordé. Non, vous êtes rassasié, vous êtes sûr ? Oui. Je vais essayer de ne pas me casser la figure. Merci. Stéphane Chambron, une petite question. J'ai l'impression que dans l'œil du consommateur ou dans sa tête, il y a assez peu de valeur associée au transport. Il y a la livraison. On veut toujours plus et puis c'est mieux si on est livré le jour même que le lendemain. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un peu de pédagogie de la part des acteurs pour essayer peut-être de pousser, voire développer des offres où quand le client n'est pas nécessairement pressé, finalement, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas livré à la fin de la semaine ou la semaine d'après, et ça pourrait même lui coûter un petit peu moins cher. Merci. Voilà une bonne question pour Amazon et PayPal, en moins de 2 minutes. Alors, je donnais un exemple tout à l'heure de la livraison Bonjour Amazon. Donc, c'est justement, tous les clients ne cherchent pas à se faire livrer nécessairement le plus vite possible. Je donnais un exemple tout à l'heure où vous pouvez décider je suis chez moi samedi, donc je veux me faire livrer samedi ou mercredi ou n'importe quel jour. Donc, ce n'est pas toujours l'enjeu de la rapidité qui est le plus pratique pour les clients. Et ensuite, la pédagogie, ça veut dire ça. Votre question, elle sous-entend, c'est pour ça aussi je disais tout à l'heure, elle sous-entend que c'est mieux de livrer en plus de temps. Et je dis, c'est pas toujours vrai. Je donne souvent l'exemple. Nous, chez Amazon, on promeut une livraison rapide. Parce qu'on fait ça, on est obligé de mettre notre dispositif logistique près des clients. On est obligé d'avoir un entrepôt pas loin de chez vous parce qu'on se force à vous livrer vite. Si on vous faisait une promesse à 3 jours, je caricature, mais on pourrait mettre tous nos entrepôts en Pologne où la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. Vu qu'on envoie des camions entiers, ça coûterait de toute façon moins cher et on vous livrerait dans les 3 jours. Et je ne suis pas sûr que le bilan écologique soit meilleur. Donc, je modère la question parce que plus vite
égale plus de pollution, c'est pas toujours vrai. Merci. Merci beaucoup, merci madame, merci messieurs, merci d'être restés jusqu'à 17h45. Demain, ce sera, si vous m'aimez au point de me suivre, transport maritime, un petit bilan, plus les ZFE et après-demain, non, plus les C2E et après-demain les ZFE. Vous pouvez reprendre une vie normale. Merci de votre attention.